Et bonjour. Bonjour. Bonjour Isabelle. Bonjour à tous. Alors je sais que certains d'entre vous sont probablement très déçus de ne pas retrouver Margot. Mais aujourd'hui, on va vous proposer un truc un peu différent avec Isabelle. On va vous proposer de parler d'un fait divers qui est probablement l'un des faits divers le plus fascinant, le plus passionnant de ces 10 dernières années. C'est l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès. Et Isabelle, tu vas te présenter du coup, mais tu as réalisé pour BFM TV un documentaire en 3 parties, une série même, sur Xavier Dupont de Ligonnès qui sera diffusé à partir de demain sur le web et lundi sur l'antenne à 20h50. Et on va essayer de parler. Le but du jeu, c'est pas de vous révéler tout ce qu'il y a dans le doc, c'est d'essayer de comprendre comment est-ce qu'on s'y est pris, comment est-ce que vous y êtes pris, parce que moi d'ailleurs, j'ai rien à voir avec ça. Moi, je suis athénéiste, je suis journaliste web pour info. Comment vous y êtes pris pour réaliser ce documentaire, d'où est partie l'idée, comment vous y êtes pris techniquement, et on va aussi pouvoir parler un peu de tout ce que vous n'avez pas pu mettre en fait dans ce documentaire, parce que c'est 3 épisodes de 24 minutes, un truc comme ça. À peu près, oui. Et il y a tellement à dire sur cette histoire qu'on a encore plein d'autres choses à vous raconter. Donc voilà, après le but c'est évidemment aussi surtout de répondre à vos questions, donc n'hésitez pas à nous poser toutes les questions que vous avez sur cette affaire ou sur comment on bosse ici. Voilà, le but du jeu, c'est d'y répondre. Isabelle, peut-être que tu peux te présenter un peu rapidement en quelques mots. Alors moi, je suis Isabelle Quintard, donc je suis journaliste Peut-être que tu peux te réalisatrice. rapprocher un tout petit peu, ou alors rapprocher ton micro, comme ça. Ouais. Voilà. Donc ça fait presque 2 ans que je suis à Ligne Rouge, qui est l'émission de long format de BFM. Voilà, avant, je réalisais des documentaires pour différentes chaînes, France 2, France 5, Canal+. Ouais. Voilà, et donc depuis 2 ans, je suis ici. Et donc là, on vient de... Hop. C'est bon ? C'est bon, on se cale, on débute nous aussi sur Twitch. Donc hop, voilà. Ok. Voilà, et donc là, on a lancé un nouveau format qui sont les séries documentaires. Ouais. Il y avait eu la série documentaire sur Daval. Ouais. Et là, c'est la deuxième sur l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès. Voilà. D'accord, donc on a déjà des questions sur Xavier Dupont de Ligonnès, et c'est des questions d'ailleurs qui sont le thème du documentaire. Tout le monde se demande évidemment si il est mort ou pas. On a Ordiste97 qui nous demande si il est mort, s'il est caché sous sa terrasse. On a Sorak qui nous demande... on a qui Elkun91 qui nous demande aussi si Xavier Dupont de Ligonnès est mort. Alors, on va peut-être te demander si tu as un avis sur la question, toi, Isabelle. Moi, personnellement, je pense qu'il est vivant. Voilà. Je pense qu'il est vivant. Et tu te bases sur quoi pour dire ça, par exemple ? Je me base sur le fait que j'ai lu beaucoup de ses correspondances, de ses mails, de ses lettres. Et d'une part, au niveau de sa personnalité, je pense qu'il est très orgueilleux et il a du mal à accepter l'échec. Ouais. Donc imaginer de se suicider, ça ne correspond pas trop à sa personnalité. Mais il n'y a pas que ça. Après avoir rencontré des spéléologues sur place, dans le Var, ils m'ont tous dit, des chasseurs aussi, ils m'ont tous dit, au bout de 10 ans, ne pas retrouver le corps de quelqu'un qui s'est suicidé, honnêtement, c'est un peu improbable. Voilà, c'est un peu étrange. Et il y a autre chose aussi, moi, qui m'a interpellée, c'est que quand il part dans le périple dans le sud, il efface chaque soir plein de choses de sa vie numérique, plein de documents. Alors, s'il pensait se suicider, pourquoi effacer tout ça ? Oui, c'est ça. Il y a plein de choses dans la préparation un peu de sa cavale. Pour le coup, on est sûr qu'il a fait un petit parcours dans le sud, et ça, on en reparlera. Mais il y a plein de choses dans la préparation de ça qui laisse penser que quand même, effectivement, le but du jeu, c'est pas forcément de se suicider, parce que sinon, pourquoi mettre autant d'efforts et d'applications à essayer de couvrir ses traces Honnêtement, il aurait pu aller se suicider juste à côté, à Nantes, trouver un coin et n'être jamais retrouvé. Là, il va faire tout un périple dans le sud, il prend son temps, il efface tous les soirs des éléments de sa vie. Alors peut-être que parmi toutes les choses qu'il a effacées, il y a quelque chose de pertinent, il y a quelque chose qui peut révéler l'endroit où il est. Voilà. Ouais. Moi, c'est mon opinion, mais qui est quand même partagée par certains enquêteurs et aussi par énormément de ses proches. Ça aussi, c'est quelque chose de troublant. C'est-à-dire que tous les proches que j'ai pu avoir au téléphone me disent la même chose. Moi, je pense qu'il est vivant. Bon, alors après, c'est juste un avis, mais quand même, c'est ceux qui le connaissent le mieux. Ouais. On a déjà pas mal de questions, mais n'hésitez pas, on est là pour ça, évidemment. On est à peu près 500... en direct à suivre ce Twitch. On a une question assez intéressante de Sorak qui nous demande si tu trouves pas ça parfois un petit peu choquant ou peut-être perturbant de travailler sur ce genre d'affaires qui sont quand même des faits divers assez atroces, quoi.
Oui, alors choquant. Je ne sais pas pourquoi choquant. C'est-à-dire que nous, notre métier de journaliste, c'est d'essayer de traiter de tous les événements, de faits marquants. Et c'est vrai que cette affaire, elle est quand même marquante, puisque 10 ans après, on est nombreux à en parler. Ouais. On est nombreux, ne serait-ce que sur ce Twitch, à être là, à se poser des questions. Donc ça fait partie de notre travail de s'intéresser à ce type d'affaires. Ouais. Mais l'affaire est choquante en soi, c'est-à-dire qu'un père de famille, au-dessus de tout soupçon, un chef d'entreprise qui se transforme en meurtrier de sa famille, et puis la façon dont il a procédé, oui, ça c'est choquant. Enfin, je veux dire, c'est une affaire qui est vraiment effroyable. Et je pense que la question, c'est peut-être plus de savoir comment on fait pour traiter d'un fait divers comme ça, sans aller dans le morbide. Est-ce qu'on se fixe des limites Alors, on reste dans le factuel. Moi, mon travail, c'est de faire une enquête, d'essayer de recouper toutes les sources chaque fois que j'avance une info. Voilà, donc j'ai procédé un peu de la façon dont on procède tous, c'est-à-dire d'essayer de m'enseigner sur l'affaire, après d'avoir accès au dossier, après de contacter une grande partie des proches. J'ai contacté à peu près 250 personnes. C'est énorme. Donc il y a un tiers qui a répondu positivement, avec qui j'ai pu avoir des liens, des conversations, des entretiens, et tout ça, quand même, ça nourrit l'enquête, et ça permet d'essayer de traiter les choses de façon objective et honnête. De manière très factuelle, et d'enlever peut-être un petit peu le côté émotion et l'affect du truc. Oui, ce qui n'est pas notre boulot, hein, c'est pas notre job. Il y a Soso06260 qui demande qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi sur un sujet aussi sensible dans le travail. Alors, la difficulté, c'est que beaucoup de gens sont morts, sont disparus. Voilà. C'est-à-dire que dans cette affaire, évidemment, les principaux protagonistes sont morts. Il y a deux amis proches de Xavier qui étaient encore vivants, qui ne le sont plus. Et puis l'autre difficulté, c'est que les gens ont encore peur de parler. C'est dingue, ça. Ouais, ça j'ai trouvé ça assez hallucinant. C'est-à-dire que plein de gens me disaient, mais vous savez, il est peut-être encore vivant. Donc moi, je veux pas parler. On ne sait pas. Il a quand même tué 5 personnes. J'ai peur des représailles. Voilà, il y a une de ses maîtresses qui m'a dit préservez-moi. Moi, j'étais un peu glacée quand elle m'a dit ça, parce que je me suis dit, ah oui, ils ont tous été traumatisés par cette affaire, tous les proches. Alors aussi parce que c'était tellement inimaginable pour eux d'avoir comme ami quelqu'un qui allait faire ça. Je pense qu'on aurait été tous traumatisés. Mais là, c'est vrai que moi, j'ai vraiment senti leur émotion et leur peur. Il y a pas mal de sujets aussi, alors je sais pas trop si tu peux avoir un avis là-dessus, mais il y a notamment Raymatter55 et Stanoutwitch Philippe, qui demande s'il n'y a pas un problème avec l'enquête de police, parce qu'au bout de 10 ans, ils ont quand même énormément enquêté sur l'affaire. Voilà, ils se demandent s'il n'y a pas eu un petit couac. C'est-à-dire qu'ils ont pris du retard. C'est sûr qu'ils ont pris du retard. C'est à la 5e visite domiciliaire qu'ils trouvent les corps. Après, à l'heure des charges, c'était compliqué de le trouver avant, puisque la maison, elle ne présentait pas de signes de bagarre, de traces de sang. Donc quand ils viennent, caché, quoi. Voilà, quand ils viennent la première fois, pour eux, c'est une famille qui a disparu, mais il y a énormément de disparitions à traiter pour des policiers, donc ils ne s'inquiètent pas outre mesure. Et puis c'est vrai que voilà, donc à la 5e visite, on est le 21 avril, ils ont déjà beaucoup de retard, et ce retard, finalement, ils ne vont jamais le rattraper. Ouais. On a une question aussi intéressante, parce qu'on en parlait hier quand on préparait un peu ce Twitch. Il y a Belette75 qui demande comment est-ce que vous analysez l'emprise qu'il avait sur ses proches. Parce que c'est vrai que c'est dingue, ça se sent encore dans ceux qu'on peut appeler maintenant et qui ont peur de parler. Et puis ça se sent aussi dans le récit des faits et de leur vie d'avant. Il y avait vraiment une emprise très très forte de lui sur sa famille, sur ses proches, une espèce de... Je sais pas si c'est lié à un charisme particulier, à une éducation peut-être... Je pense que c'est quelqu'un qui avait... en tout cas, c'est ce qui transparaît dans ses écrits, qui avait énormément confiance en lui. En tout cas, voilà, il présentait ce visage-là, et il était assez autoritaire avec sa famille. Il donnait beaucoup, c'était lui, c'était le patriarche, c'est lui qui décidait. Et d'ailleurs, Agnès, elle était assez soumise dans ses écrits. C'est ce qu'on sent aussi dans sa façon d'être et d'être avec lui. Donc, comment on a analysé honnêtement, je ne sais pas. C'est quelqu'un qui avait sans doute une espèce d'aura, une capacité de convaincre. C'était un commercial. Donc, il avait cette capacité d'entraîner les autres avec lui, de les amener avec lui. Voilà comment...
Après, je C'est une l'analyserai, personnalité hyper complexe aussi, parce que certains de ses proches te disaient qu'il avait aussi une personnalité un peu, parfois, qui était un peu taiseux, parfois, parce qu'il se réfugiait dans... Tu le montres dans le documentaire, il a une espèce de grotte dans son sous-sol, une cave, de cave qu'il a aménagée avec un ordi et vraiment pas grand-chose d'autre, et il passe des heures et des heures et des heures devant cet ordi à écrire absolument tout, toute sa vie. Oui, qu'on signe tout. Et en public, même parfois, certains de ses proches te disaient qu'il n'est vraiment pas très bavard. Non. Par exemple, des proches de ses enfants, des amis de ses enfants me disaient qu'il était assez autiste. Il n'était pas forcément hyper rassurant ou à parler avec eux. Quand il venait à la maison pour jouer avec un des enfants, en fait, lui, très vite, il allait dans sa cave, il allait se mettre sur son ordinateur. Il leur parlait pas beaucoup. Il n'était pas hyper chaleureux. C'est plutôt quelqu'un d'autiste. Il était très sociable. C'est un peu ce qui est décrit par... alors après, avec beaucoup d'humour aussi. C'est le côté paradoxal, c'est qu'il il avait pas mal d'amis quand même. Donc il avait ces deux facettes-là déjà en lui. Oui, c'est effectivement assez compliqué de cerner vraiment ce personnage. Il y a Soso06260, toujours, qui nous repose une deuxième question, qui nous demande combien de temps est-ce qu'il t'a fallu pour traiter ce sujet ? Plus de 6 mois. Plus de 6 mois d'enquête. Et avec beaucoup d'heures passées tous les jours dessus, parce que c'est tentaculaire. Franchement, c'est une affaire où il y a énormément de choses, ne serait-ce que le dossier, il y a des milliers de PV, il y a des dizaines d'auditions. Il y a beaucoup de contacts, comme je le disais tout à l'heure. Il y a beaucoup de gens à contacter, beaucoup de gens à retrouver, beaucoup de choses à lire aussi, de ses correspondances, parce qu'il écrivait tout. Agnès écrivait tout aussi. Il s'échangeait énormément. Donc, moi, pour essayer de traiter le sujet, il a fallu que je lise tout. Et ça représente beaucoup de temps. Et donc là, c'est vrai que... c'est plus de 6 mois. D'où tu pars quand on te donne un sujet comme ça? On va appeler après Mathieu Gégaud, qui est rédacteur en chef de Ligne Rouge, qui nous explique un peu pourquoi est-ce qu'on a choisi, vous avez choisi de traiter ce sujet. Mais toi, une fois qu'on a choisi ce sujet, on te donne un temps imparti pour le réaliser. Où est-ce que tu commences? Est-ce que tu commences effectivement par tous ces écrits? Tu commences par appeler les gens? Moi, d'abord, j'ai commencé par la bibliographie, lire tout ce qu'il y avait, tous les livres qui avaient été écrits. Il y en a beaucoup. Tous les reportages, Et puis après, il y a toutes les pièces du dossier qu'il faut éplucher, consulter. Il y a aussi les gens à appeler plusieurs fois, les rencontrer, les mettre en confiance. Il y a des choses off qui vont pas être à l'antenne, mais qui sont importantes pour nourrir l'enquête. Des infos que je vais aller vérifier, des choses dont on parle dans la série, comme il y a un dîner où on sent la préméditation et le côté machiavélique de Xavier Dupont de Ligonnès. Ça, c'est plusieurs personnes qui m'ont raconté tout ça. Donc à chaque fois, il faut essayer d'aller vérifier. Donc, et puis au fur et à mesure aussi, les différents entretiens t'amènent vers d'autres choses. Donc tu vas aller les vérifier. Donc tout ça prend beaucoup de temps. C'est-à-dire que tout en tournant, je continuais d'enquêter. Donc, oui, c'est ça, parce que tu tournes aussi. On a une question de HMI qui nous demande si on a eu une grosse équipe pour réaliser ce docu. Parle de nombre de cadreurs, de monteurs. Alors, on était 3 cadreurs. 3. 3 JRI, du coup. JRI, voilà. Régis, Anthony et moi. On a été à 3 caméras pour les interviews. En termes de moyens, on a tourné avec un Ronin, par exemple. Est-ce que vous savez, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est qu'un Ronin, mais effectivement, Isabelle est venue avec plein de trucs de matos à nous montrer. Non, mais c'est génial, parce que ce qui est assez frappant dans ce documentaire aussi, et c'est une difficulté, j'imagine, quand on traite ce genre de sujet, c'est de trouver un moyen de l'illustrer, parce qu'il y a un moment donné où on n'a pas non plus un nombre d'images d'archives sans fin, donc il faut trouver un moyen d'illustrer ce qu'on a envie de raconter. Et donc pour ça, vous avez dû essayer de trouver des astuces, d'être un peu créatif et de reconstituer un peu des scènes vous-même. Oui, par exemple, moi je voulais parler de la cave, qui est un lieu important qui raconte beaucoup de choses, notamment par rapport au 2e épisode où on va parler de la thèse du suicide. Et du coup, pour cette cave, pour aussi le premier épisode avec la découverte des corps et la visite des enquêteurs dans la maison, on a loué un décor
Comme au ciné. Ouais, c'est ça, dans une maison en région parisienne. Ouais. Voilà, on a tourné 2 jours là-bas. Okay. Et donc, avec aussi beaucoup d'accessoires pour crédibiliser à chaque fois les lieux, donc aménager. Ouais, je vais essayer de vous montrer un peu. Il y a des photos de. Tu m'as envoyé des photos de tournage. Ouais. Oui, parce vous avez créé une ambiance lumineuse. À chaque épisode, à chaque épisode, je voulais une ambiance chromatique. Donc disons que l'épisode 1, c'était un peu, c'est plutôt du bleu. Donc on a utilisé des spots pour donner cette coloration. Ce que vous les voyez là. Donc ça, c'est l'épisode bleu, on peut dire. Ouais, c'est l'épisode 1, voilà. Et vous l'avez fait avec des espèces de tubes, je sais pas si c'est des LED, c'est des néons. Ouais. Hop, comme ça. Et voilà, et le rouge pour la cave, et puis, jaune pour le dernier épisode. J'ai rouge aussi. Voilà, ça c'est la cave. Donc là, elle est dans le... voilà, on est en train de tourner là. Toujours pas. Et voilà. Et puis voilà, on a un tube rouge aussi pour ça. Bref, du coup, il y a effectivement beaucoup de scènes que vous avez essayé de reconstituer. Vous avez eu aussi recours à pas mal de matériel un peu qui peut paraître un peu étrange. Ouais, je voulais voir le Ronin. Le Ronin, c'est un peu lourd, mais voilà, c'est un stabilisateur. Bon, ceux qui font un peu de vidéo doivent connaître. Attendez, je pense que là, ça s'affiche en fait. Je le montre là. Donc là, c'est les scènes dont je parlais tout à l'heure. Paf, paf. Voilà. Donc ça, en fait, ça donne un mouvement très fluide, très smooth. C'est un peu instrument de torture, mais... Ah ouais, non. Voilà, et donc on le tient comme ça, et puis on tourne parce qu'en fait, vous avez pu... Enfin, ça dépend, j'imagine que pour certaines interviews, notamment, vous avez encore des assez grosses caméras, mais vous tournez beaucoup maintenant au boîtier réflexe numérique aussi. Ouais, c'est un Alpha 7S3 ou 7S2. Voilà. Et du coup, vous avez aussi fait pas mal de reconstitutions avec des scènes un peu sous l'eau, un peu sous-marines, notamment pour illustrer le moment où, en fait, il y a eu une info qu'on n'avait pas forcément, qui est qu'il a peut-être, à un moment donné, il s'est baladé dans la nuit du meurtre, je crois d'ailleurs. En fait, il borne à des endroits très particuliers dans une cité, et il borne la nuit. Et dans cette cité, il y a un point d'eau. Donc les enquêteurs et puis aussi d'autres personnes proches du dossier m'ont dit... Soit il voulait se procurer des faux papiers dans cette cité, soit aussi il a pu se débarrasser de choses compromettantes. Il se trouve que lorsque les enquêteurs sont venus ont découvert les corps et qu'ensuite ils sont allés dans la cave, ils n'ont pas trouvé d'ordinateur. Ils ont trouvé des fils, ils ont trouvé des câbles, mais c'est plus rien nouveau. Donc en fait, qu'est-ce qu'il en a fait ? C'est pas simple de se débarrasser de tout ça. Il a fait des allers-retours, on l'a vu faire des allers-retours avec des gros sacs. Bon. Et donc une des hypothèses, c'est qu'il a pu j'ai un petit problème de son. Il a pu jeter tout ça. En fait, il a pu jeter l'ordinateur, il a pu jeter les téléphones portables dont il s'est servi pour usurper finalement l'identité de sa famille et continuer de faire croire qu'ils étaient vivants. Oui, parce qu'il a récupéré tous les téléphones portables de ses enfants et de sa femme et il a continué à répondre à leurs textos. Ouais. Pendant combien de temps, on sait ça ? Pendant plusieurs jours, c'est-à-dire toute la semaine où il est resté dans la maison finalement. Il répondait à chaque fois successivement aux uns aux autres. Il a aussi posté des messages sur Facebook sur le profil d'Agnès. Enfin, voilà, il a vraiment... il a tout organisé. Alors on imagine qu'il devait avoir... Donc c'est pour ça, dans le documentaire, il y a cette scène où on imagine qu'il avait devant lui toute cette série de portables. Et peut-être qu'il avait mis des étiquettes, je ne sais pas, pour se repérer sur tel portable est celui d'Arthur, tel portable est celui d'Agnès. Bon, bref, en tout cas, à chaque fois, il a fait des messages pour répondre aux amis qui, évidemment, s'inquiétaient. C'est-à-dire que tout le monde, au bout d'un moment, se dit tiens, c'est bizarre, on n'a plus de nouvelles, qu'est-ce qui se passe ? Donc lui, pour éviter d'éveiller les soupçons, il répondait à chaque fois. Et alors là, on voit effectivement dans le docu que vous avez illustré ça avec plein de vieux portables que vous avez, du coup, j'imagine, racheté un peu à droite à gauche sur le Bon Coin. On va peut-être d'ailleurs appeler Mathieu. Mathieu Gégaud. Après pour l'image sous-marine, parce que tu m'as posé la question. Il y a un autre goodies sous-marin. On y reviendra. Hop, on va essayer d'aller appeler Mathieu Gégaud, qui est donc rédacteur en chef, tout à fait. Qui va nous expliquer un peu son travail et essayer de nous montrer un peu tous les accessoires que vous aviez. Alors, est-ce qu'il est là, Mathieu ? Allô ? Salut Mathieu, ça va ? Salut, ça va ? Ouais, et ça toi ? va bien.
Est-ce que tu nous Alors, entends bien? Alors moi, on te voit pas encore. Mais la caméra. Ah, est-ce que vous me Ah, voyez? Voilà. Coucou, hop, ça va, vous me voyez bien? on te voit bien. et paf. Comment ça se Alors, passe? Il y a du monde qui vous suit? Je écoute, sais pas. oui, ça se passe vraiment, ça se passe pas mal, là. Bon. Hop. Tu veux un chiffre, c'est ça? Non, pas du tout. C'est simplement pour savoir si ça intéresse les gens, la communauté de Twitch, en fait. Est-ce que ce fait divers intéresse aussi les gens qui interviennent sur Twitch? Est-ce que c'est quelque chose voilà, qui passionne on On sait a que des ça passionne questions. les On Français, a en des fait. questions. Ouais, Ouais. ouais, bah oui, on a plein de questions. J'essaye de te mettre à l'écran parce que ce que j'essaye de faire marche pas trop, mais alors hop, C'est pas mal on va aussi comme on ça. va te mettre comme ça Ouais. pour l'instant. Voilà. Du coup, est-ce que d'abord tu peux nous expliquer un peu toi, ton travail au quotidien, et puis aussi comment est-ce que du coup vous avez décidé de traiter ce sujet-là? Oui, alors nous, on est en fait dans une entité qui est un petit peu à part de BFM TV, c'est-à-dire qu'on est à part de coucou, on est à Salut. part de ce qu'on appelle la rédaction qui gère le news. Ouais. Et en fait, on réalise plutôt tout ce qui est le long format, documentaire, reportage, magazine. Et Ouais. on a donc une entité qui comporte, enfin, on est à peu près une vingtaine de personnes, de journalistes, de reporters d'images, de grands reporters. On a aussi une équipe de monteurs. Voilà, on nourrit, entre guillemets, trois émissions différentes de BFM TV, que ce soit le soir avec Maxime Switek, 22h max, où on produit chaque jour 2 fois 5 minutes de reportages à base d'images tournées par les équipes de la rédaction Ouais. donc de BFM TV, la rédaction, ce qu'on appelle la rédaction news, où là donc on produit 2 fois 5 minutes sur l'actualité du jour, on produit également des plus longs formats pour l'émission du week-end qui s'appelle 7 jours BFM, présenté par Ronald Guintrange, qui est une émission un petit peu de résumé de l'actualité de la semaine, avec les reportages diffusés dans l'émission du soir, et puis d'autres reportages un peu plus fournis qui résument un petit peu l'actualité de la semaine. Donc on a ces deux émissions, et puis on en produit une troisième qui s'appelle donc Ligne Rouge, Ouais. qui est diffusée le lundi à 21h, et dans le cadre de laquelle sera diffusée la série d'Isabelle sur du pont de Ligonnès lundi prochain. Et donc cette émission diffusée le lundi soir, en fait, dans cette émission, on diffuse des formats de 26 minutes, voire 52, voire plus longs, là, comme lundi prochain. Bah là, c'est 3 Et, fois 26, c'est une série. 3 fois 26, oui, c'est à peu près 80 minutes. Et donc dans ce service, on s'occupe de ces portraits, de ces longs formats. On fait finalement assez peu de faits divers en réalité. On est plutôt sur, on est assez diversifié dans dans notre ligne éditoriale. On a vraiment des sujets très divers. Je ne sais pas si je peux vous montrer là un petit peu ce que j'ai moi sur. Est-ce que vous voyez l'écran d'ordi là? Ouais, on voit Ça, c'est très le bien. replay de Bah, c'est Ligne bien, Rouge tu te fais sur, ta petite ouais. pub pour les. ma petite mise en, ma petite réal N'hésite pas. tout seul. Non, mais c'est important parce que finalement, c'est pas une émission qui est très connue. On a 3 ans d'existence, et c'est vrai que c'est compliqué de se faire connaître dans le PAF, dans le paysage audiovisuel qui est très Oui, parce que c'est vrai qu'on se dit très pas riche en France. forcément, on se dit pas forcément que BFM TV fait beaucoup de documentaires, mais en fait, Oui. on en fait beaucoup. On commence à en faire pas mal. C'est vrai que c'était pas à la base ce que faisait BFM, Ouais, puisque c'est une chaîne de news. Voilà. C'est pour ça qu'on regarde évidemment d'abord BFM TV. C'est aussi pour ses débats, etc. Mais Ouais, c'est bien maintenant aussi pour les documentaires, parce qu'on a une mine d'or ici. On dispose d'énormément d'images, de témoignages sur lesquels on peut se baser pour ensuite travailler, et puis pour les enrichir par d'autres témoignages et faire donc les documentaires, les portraits qu'on propose chaque semaine. Là, si je regarde un petit peu, là, on a Ouais, du le coup, dernier Mathieu, en date.
Je t'interromps, mais effectivement, on a une question de Nightlex qui nous demande est-ce qu'on peut expliquer un peu plus en détail comment est-ce qu'on procède pour choisir les sujets, en l'occurrence de nos docs. Là, tu disais que normalement, on ne faisait pas beaucoup de faits divers. Vous aviez fait une série sur l'affaire Daval. Là, c'est un peu le deuxième gros fait divers traité en série. Pourquoi vous avez choisi ce fait divers-là Alors, c'est une bonne question. C'est vrai que, en fait, on choisit des faits divers en fonction de leur résonance par rapport, par rapport à leur impact dans la société. Donc, évidemment, l'affaire Jonathan Daval, il y a quelques mois, on l'a choisi parce que c'est un mystère qui a passionné les Français. On l'a diffusé au moment du procès, donc c'était important. Là, ici, on a décidé de faire un documentaire sur Dupont de Ligonnès, et aussi parce que c'est un mystère qui suscite beaucoup d'interrogations et qui n'a pas encore résolu qui n'a pas encore trouvé sa réponse. Et puis, on l'a fait 10 ans après la commission des faits, c'est-à-dire que les meurtres ont eu lieu en avril 2011, donc ça fait maintenant 10 ans. Donc c'est un anniversaire entre guillemets, et on s'est dit que c'était peut-être le bon moment, d'autant plus que l'année dernière, on a cru. Très joli plan. Magnifique ton plan là. Pardon. La France entière a cru que. Tu peux revenir vers toi peut-être. Très bien. La France entière a cru qu'on l'avait arrêté, et finalement ça n'était pas le cas. Donc il est toujours quelque part dans l'actualité, ce mystérieux Xavier Dupont de Ligonnès. Ouais, il y a vraiment beaucoup de questions là-dessus. D'ailleurs, il y a Mainstream44 qui nous demande si on pense qu'il est encore en Europe. Il y a beaucoup de gens qui se demandent évidemment où il est. C'est un peu la question qu'on se pose aussi. C'est la question de départ pour nous. C'est ça. Oui. Est-ce que, du coup, là, tu es à ton bureau, donc autour de toi, j'imagine qu'il y a l'équipe de Ligne Rouge, et je sais que pas très loin de toi, il y a un placard secret. Ouais, je vois que tu es bien informé, bien sûr. Que tu as bien préparé ton émission. On dirait presque que je travaille ici, en fait. Le placard, il est là, en fait. Il est là, c'est un placard, c'est le placard des accessoires, parce qu'en fait, pour travailler sur nos documentaires, surtout sur les documentaires en série et puis les faits divers, il faut faire des évocations, parce qu'on n'était pas là évidemment au moment où les faits se sont déroulés. Donc l'idée, c'est de reproduire de manière un peu cinématographique les faits, ou en tout cas l'ambiance d'un événement. Là, ce qu'il y a devant moi, en fait, ça fait partie des accessoires qui sont normalement situés dans la fameuse armoire, parce qu'on garde tous nos accessoires. Et cette maquette que vous reconnaissez sans doute, puisqu'il s'agit de Notre-Dame, c'est une maquette réalisée par Isabelle, qui est quel talent, qui est là. Vraiment, Isabelle, elle est vraiment multicarte. Et en fait, pourquoi 12 heures de boulot, 12 heures de montage. Ça, c'est la nouvelle activité des gens en confinement, de faire des puzzles, mais là, c'est 3D. Voilà. C'était pas un passe-temps, c'était vraiment pour la réalisation d'un documentaire, d'une enquête en fait sur qui a mis le feu à Notre-Dame. Donc il a fallu recréer Notre-Dame pour pouvoir tourner de manière un peu originale et décalée. En macro. En macro. Wow. Et donc on peut rentrer dans cette cathédrale, vous voyez. Alors, ça fait un peu bizarre comme ça, on ne se rend pas compte de l'effet que ça peut produire. Mais c'est hyper réaliste. Moi, j'ai récupéré du coup une petite séquence, je vais essayer de vous la montrer si ça marche. Ouais. Hop. Mais en gros, Isabelle, ce que tu avais fait du coup, c'est que tu avais mis... Donc ça, c'est un extrait du documentaire en question. Ouais, j'avais mis des petites bougies à l'intérieur. Des petites bougies, oui, des fausses bougies. Elles sont là encore, elles sont encore là. Ouais, voilà. Et du coup, ça éclaire les pour reproduire le feu, en fait. Ouais. Il faut être très créatif, en fait, parfois. Regarde, on ne voit pas grand-chose. On le voit sur lui. Si je le remets, hop. C'est pour reproduire un peu les flammes. Voilà, on s'est mis dans un studio avec un objectif macro, on a filmé tout ça pour reproduire et avoir des images, évidemment, réaliste, des images de l'incendie qu'on n'avait pas forcément. Bon, mais est-ce qu'on peut y aller dans ce placard ou... Alors, dans ce placard, ouais. En fait, c'est être réaliste, mais sans être vraiment, sans coller à la réalité vraie, en fait. Oui, bien sûr, c'est assumer que c'est une... En fait, l'idée, c'est de crédibiliser vraiment l'image. C'est-à-dire, parce que sinon, on n'y croit pas. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce placard ? C'est des éléments réels en même... Alors là, on a des choses intéressantes. Là, on a les fameux cavaliers de la police, des enquêteurs, qui sont mis sur une scène de crime. Hein. Isabelle, tu me corriges si je me trompe. Oui, c'est ça. Et ce sont des cavaliers qui ont servi et qui servent évidemment aux enquêteurs à matérialiser, ils positionnent ces cavaliers sur des pièces à conviction, sur des objets, voilà, exactement. On le voit ici de près, c'est intéressant. On voit
une petite réglette qui permet de mesurer, enfin de voir ensuite quelle est la taille de l'objet en question en fonction de sa position sur le cavalier. Donc ça, c'est des choses finalement, Isabelle, qu'on peut se procurer assez facilement, il me semble. Oui, c'est sont dans le commerce. C'est des vrais trucs ou c'est... Ouais, c'est sur un site en fait qui est spécialisé. Juste à côté, il y a du Blue Star aussi. Qui nous a servi pour illustrer le travail des policiers, de la police scientifique. Ça s'appelle du luminol aussi, et c'est cette espèce de truc qu'on projette partout sur les scènes de crime pour voir s'il y a du sang. Si des traces de sang apparaissent. Ouais. Et là, dans le docu, vous avez reconstitué en gros un peu la cuisine et la maison. Le moment où les enquêteurs s'aperçoivent qu'il y a quand même quelques traces. Donc ça, typiquement, vous étiez dans la maison que vous aviez louée. Ouais. Pour faire ça, et vous saviez que ça allait réagir on avait amené du sang, du sang de poulet, enfin je sais plus, on avait acheté une escalope, je sais plus de quoi, et ça marche feignante, bien. Et pour que ça réagisse, voilà. Donc là, il y a les portables aussi qu'on vient de voir, les téléphones. Oui, les vieux portables qui datent d'époque, parce qu'il faut faire attention aussi d'être un peu. Oui, d'être raccord. On va mettre des smartphones dans une série qui est censée se dérouler, enfin dont les faits sont censés se dérouler il y a 10 ans. On a une question de Nilia qui nous demande si ça coûte cher le Blue Star. Tu te souviens de combien ça coûte? Non, je crois que je crois que c'est 60 €, je sais plus, non, c'est pas très cher. C'est quand même... non, mais je veux dire, c'est pas inaccessible, quoi. Oui. On n'est pas sur du 500 €. Ou... Après, ça dépend des quantités. Là, c'est une petite quantité. Il y a plusieurs tailles. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ce placard? Alors, on a les... Ouais. Là, on a l'ordinateur qu'on a foutu à la flotte. Exactement. Avec le drone sous-marin, dont on parlera. Alors, vas-y, parle-nous En fait, il y a beaucoup de scènes dans ce documentaire où il y a des choses qui se passent un peu sous l'eau. Donc là, vous avez reconstitué la scène où potentiellement Xavier Dupont de Ligonnès jette son écran d'ordinateur dans ce lac qui est près de Nantes. Je vais essayer de vous montrer la scène. Et pour faire ça, vous avez utilisé un drone sous-marin qui s'appelle... Hop, elle est là, la scène. Paf. Vous avez réussi à faire des trucs comme ça. Ouais. Et donc ça, évidemment, ça se fait pas avec des caméras classiques, j'allais dire. Surtout, il y a un plan où on avance, fait une espèce de travelling avant. Donc il est là. Ça, voilà. Ça, c'est un peu ralenti quand même, j'imagine. Oui, ça ralentit, ouais. Et donc, ce drone sous-marin, donc là, c'est Anthony qui jette... qui jette le clavier. Anthony, qu'on pourra appeler après aussi, qui t'a aidé, du coup, sur beaucoup de Anthony ne doit pas être loin, là. Je vais voir où est Anthony. Tu peux peut-être aller il n'est pas là, Anthony. Il n'est pas là. On l'appellera. Si, il est là-bas. Je vais aller chercher Anthony. Bon, on vous promène un peu dans les locaux de BFM en attendant. C'est un fabricant d'accessoires, un fabricant de... Comment on pourrait appeler ça Oui, Alors, il y a Sora qui est... C'est un faussaire pour... voilà. Appelez donc Anthony, puisque... on va faire un relais Skype. Alors, attendez, c'est extrêmement technique. Il a beaucoup d'argent avec lui, là. Je ne sais pas ce que c'est que ça. Il a énormément d'argent. Mais d'un seul côté. Je pense qu'il a plein de choses à vous raconter. Mathieu, merci beaucoup. Voilà. Merci Mathieu. On va appeler Anthony directement. Merci Mathieu. Ciao. Salut. Ça marche. Salut. Paf. Hop. Alors, Anthony, donc, qui t'a assisté, entre guillemets, sur ce doc et qui t'a aidé à faire beaucoup de plans d'illustration. Qui a fait les images et puis qui a aussi... qui m'a aidé pour les accessoires. Et qui, du coup, était aussi plein d'idées, qui a attaché des claviers avec du fil de pêche. Pour cette scène, par exemple, c'est vrai qu'il fallait qu'on récupère les claviers, on n'allait pas les laisser au fond de l'eau, donc il a attaché... le clavier, les portables, pour pouvoir les récupérer. Alors, pourquoi je ne trouve plus Anthony qui était là il y a 2 secondes? Hop. Écoute, alors, j'ai vu passer une question sur le dîner à Angers tout à l'heure. Donc effectivement, Xavier Dupont de Ligonnès a s'il avait vraiment dîné. Oui, il a dîné le lundi soir avec Thomas. Et puis Thomas qui ne se sentait pas très bien, parce que sans doute on imagine que Xavier Dupont de Ligonnès l'avait drogué, mais finalement il l'a laissé repartir, puis après il l'a fait revenir en prétextant que sa mère était malade, et c'est là qu'il a, a priori,
commis un nouveau meurtre sur son fils, enfin sur Thomas. Et pendant qu'on parlait des plans sous-marins qu'on voyait tout à l'heure, là, et pendant que j'essaye de trouver Anthony surtout, est-ce que tu voudrais pas nous montrer Montrer quoi ce goodies ultime que tu nous as rapporté, là, ce petit drone sous-marin. Et voilà, ça montre un petit peu comment ça s'appelle ça c'est un drone sous-marin, donc là vous voyez, on a les petits moteurs, et puis voilà, il y a les 2 lights pour éclairer, pour voir quelque chose. On peut descendre à 100 mètres de profondeur. Voilà, c'est relié avec un câble. Et ça, tu le pilotes Voilà, je le pilote comme un drone classique. D'accord. Comme un drone dans les airs, parce que je suis aussi télépilote, et du coup, c'est un peu la même chose. T'es télépilote de drone, ça, c'est parce qu'en fait, je sais pas si tout le monde sait ça, mais tout le monde ne peut pas piloter un drone, tout le monde n'a pas le droit de le faire. Déjà, c'est très réglementé, même quand on a le droit de le faire, c'est très réglementé, il faut demander des autorisations, tout ça. Et pour pouvoir le faire, il faut passer un diplôme. Et ça se passe comment, du coup, ce diplôme? Alors, le diplôme, il faut passer un diplôme théorique. Et puis après, il y a un examen pratique. Enfin, il y a aussi un stage pratique à faire qui est validé ensuite par un centre de formation. Et après, on a le diplôme officiel de télépilote, voilà, qui nous permet de filmer et ensuite de pouvoir diffuser nos images. N'hésitez pas à continuer à nous poser vos questions. J'essaye d'en prendre autant que je peux. Il y a beaucoup de plans drone, voilà. Aussi, c'est intéressant parce que c'est vrai que dans le doc, il y a beaucoup de plans drone, de suivi de voitures. Voilà. C'est marrant, on a des questions sur ce drone. Beaucoup de gens se posent la question de savoir si c'est cher ou pas. J'avoue que j'ai pas du tout d'idée. Est-ce que t'as une vague idée de ce que ça coûte ou pas? Est-ce que c'est abordable, j'allais dire? C'est à peu près 900 000 euros. 1000 euros. D'accord. Bah voilà. Tarakodo, t'as ta réponse. Gladius, la marque. Gladius. Gladius. Ouais. Alors, il y en a plusieurs. Il y en a qui coûtent encore plus cher. Voilà, il y a un Gladius Pro. Pendant que j'essaie de résoudre mon petit problème de Skype, peut-être que... Il peut pas nous appeler sinon? Mais sinon on va rappeler Mathieu, en fait, tu sais quoi? Oui. Il est pas loin. Et sinon, il y a Sora qui nous demande comment est-ce qu'on est recruté chez BFM. Ça, c'est une question qui n'a rien à voir avec la choucroute, mais on peut quand même y demander au chef, je pense. Parce que... Non, mais toi, en l'occurrence, t'as pas du tout... tu le disais ça fait 2 ans, ça fait 2 ans que t'es là. Et tu bossais avant pour d'autres chaînes de télévision. Tu faisais d'autres chaînes, des docs, voilà. Et en ce qui me concerne, si ça vous intéresse, ça fait aussi 2 ans que je suis là. Et avant, je bossais pour d'autres sites web d'infos aussi. Et comment on est recruté? Écoutez, un peu comme partout ailleurs. Hein. Moi, personnellement, j'ai vu une offre, j'ai envoyé un CV, j'ai eu des entretiens que j'ai passés, une période d'essai, et puis voilà. J'imagine que ça se passe un peu partout pareil. Alors, on nous demande beaucoup, en fait, où est-ce qu'on pourra voir ce documentaire? C'est une bonne question. Je l'ai dit en tout début, mais si vous n'étiez pas là et que vous nous avez rejoints en cours de route, on pourra le voir demain à partir de 6h du matin sur bfmtv.com et sur les box. Et on pourra le voir à l'antenne de BFM TV lundi soir à 20h50. Et il sera aussi disponible, parce qu'on est très multicanal, en podcast. Ouais. À partir de lundi sur bfmtv.com et sur toutes les plateformes de streaming. Alors, on va rappeler Mathieu, parce que je ne trouve pas Anthony. Donc Mathieu va nous passer Anthony. Ce sera... Je crois qu'il avait un nom. Ce sera plus simple. Un pseudo. Si Mathieu veut bien de nous une deuxième fois, je suis pas sûre. Mathieu une fois, mais je pense que là, Mathieu, c'est fini pour lui. Attends, je vais essayer de retrouver le pseudo d'Anthony, peut-être. Moi, j'en avais un qui marche pas, donc voilà. Alors, il y a Baylong qui nous demande si on se déplace souvent pour les émissions. Alors, en l'occurrence, Isabelle et moi, on fait pas du tout le même métier. Moi, je travaille sur le web, et moi, non, pas vraiment. Je me déplace pas beaucoup. J'ai un travail ça s'appelle un travail de desk. Donc ça consiste à surtout effectivement traiter de l'information depuis la rédaction, mais en revanche Isabelle, oui, évidemment son métier c'est d'aller sur le terrain pour tourner. Oui. Anthony est là. Trop bien. Donc c'est pas la peine d'essayer de faire des trucs compliqués quand le mec est dans le bureau d'à côté. En fait, c'est plus simple. Sinon tu vas gâcher le magnifique convert. Ouais, dommage. Je te laisse un peu ma place dans ce cadre. Dans ce cadre idyllique.
Alors, montre-nous tous tes petits goodies. Je vais te rapprocher aussi un peu le micro. Alors, j'ai ramené pas mal d'accessoires qui ont permis d'être filmés au sein du documentaire. Trop bien, vas-y, rapproche-toi, je te laisse. Tu me laisses place, c'est ça. Donc, pour Dupont Ligonnès, on utilisait pas mal d'accessoires pour habiller un peu les lieux. Ouais. Du coup, on a déjà acheté des accessoires sur Internet. Donc, j'ai vu tout à l'heure les téléphones. On en a quelques-uns ici. Des téléphones qui ont permis d'être filmés dans le... Ça, c'est des trucs de récup, du coup, qui marchent plus. On est d'accord qu'on gâche Ouais, pas c'est ça. C'est ça. Hein. Après, on incruste, en fait, si on a besoin d'avoir quelque chose. C'est pas du tout Covid compatible. C'est pas du tout Covid. Ouais, du coup, on a permis d'incruster, en fait, les textes à travers du fond vert, du coup. D'accord. Ouais. On utilise dans certains plans. On a aussi utilisé donc ces accessoires qu'on a achetés. Montre bien la webcam, Elisa. À la webcam, ok. Voilà. Et après, on a fait faire des documents. Attends, je te fais un plan. Un plan serré. Un plan serré. C'est une réal en direct. Voilà. Donc ça, c'est une carte de famille nombreuse. Donc qu'on a disposée dans chaque chambre. Qui est censée être celle du coup de. Celle-ci, c'est celle d'Anne. C'est celle d'Anne. On a celle d'Agnès. Hop, celle d'Arthur. Alors je précise que c'est basé sur des choses réelles, c'est-à-dire c'est vraiment ce qu'ont trouvé les enquêteurs. Ouais. C'est pas issu de notre imagination, c'est vraiment ils ont trouvé par exemple des cartes, alors pas de tous les membres mais de certains membres de la famille. Le livre dont on parle d'Arlene Coben, ils l'ont trouvé. Enfin voilà, à chaque fois c'est quand même. On peut peut-être on en parlera après Anthony parce qu'on va peut-être pas te garder prendre tout ton temps toute la matinée. Ça c'était quoi? C'était les petites cartes. Alors ça c'est les cartes de visite que Xavier Dupont de Ligonnès a eu et qu'on a retrouvé dans sa cave. Donc voilà, on a fait à partir de modèles des fausses cartes de visite. Ouais. En fait, vous aviez quoi? Vous aviez le nom de l'entreprise qu'il avait créée au départ? C'est ça. C'est ça. Après, on a mis son adresse, une adresse mail qu'on a créée spécifiquement pour ça. D'accord, donc ça, c'est pas son... Ok, c'était pas la peine de faire des captures d'écran et d'essayer de lui envoyer des mails. Quoi. Voilà, c'est ça. Non, c'est totalement factice. D'accord. Mais voilà, après, on a, dans un intervenant nous dit qu'il a retrouvé une vieille carte de visite. Et du coup, on a dû faire... on a imprimé ça sur une imprimante classique, mais du coup, on devait faire vieillir le papier. D'accord. Et du coup, on a utilisé une petite technique, je ne sais pas si ça va bien se voir. Donc voilà, ça fait un peu plus usé qu'une carte de classique. Et du coup, on a utilisé du café. Donc on a plongé les cartes de visite dans le café et dans le thé pour pouvoir faire vieillir le papier. Voilà. Et alors, ça, c'est de la fausse monnaie. Alors, on est d'accord, complètement interdit. Hein, ça, c'est interdit. Totalement ne le faites pas interdit chez de faire vous. ça. Mais pour être honnête, si on vous montre bien le truc, c'est pas non plus... voilà, il n'y a pas trop de risque de se planter, hein, parce que derrière, il n'y a absolument rien. Voilà, c'est imprimé sur de la 4 classique. Donc, voilà, on ne les a pas du tout utilisés après à des fins personnelles. Et tout ça, c'est toi qui l'as fait, du coup, c'est toi qui as eu l'idée de reproduire ces choses-là pour faire... avec Isabelle, on avait déjà listé ce qu'on avait besoin, donc avec les informations qu'elle avait. Par exemple, les enquêteurs avaient retrouvé... Attends, on me demande, il y a Swiss Dude qui me demande qui est le t-shirt noir. Le type en t-shirt. Le type en t-shirt noir. Le type en t-shirt noir. Donc c'est Anthony. Anthony, tu peux peut-être te présenter tes JRI. Voilà, je suis journaliste reporter d'images, du coup, pour Ligne Rouge. D'accord. Et donc, tu as bossé avec Isabelle. Voilà, j'ai bossé avec Isabelle et aussi... Sur ce documentaire. Voilà, avec Isabelle et Régis aussi, qui a fait les images aussi du doc Dupont Ligonnès. Ok. Il y a Sora qui nous demande comment est-ce qu'on fait la fausse monnaie. Du coup, là, c'est du papier. Alors là, très clairement, j'ai trouvé des papiers, des billets sur Internet que j'ai fait imprimer. Et puis voilà, j'ai découpé. Et puis pour faire une belle liasse de billets... comme ça. Oui, c'est juste du papier normal. C'est juste du papier normal. Il n'y a rien de plus compliqué. On ne peut pas aller chez un commerçant et payer avec. Je pense que ça passerait pas. Ça passe pas. Il y a des gens, notamment Fathershot, qui ont l'air de penser que c'est un peu étrange de faire ce genre de choses, que ça a peut-être un côté peut-être un petit peu glauque. Mais en fait, c'est pas, le but du jeu n'est pas du tout d'essayer de faire croire à des choses que des choses sont vraies alors qu'elles ne le sont pas. C'est juste vraiment d'illustrer le propos. Oui, c'est ça, ouais. En assumant que c'est des reconstitutions et que c'est des choses qu'on a faites nous-mêmes, évidemment. Oui, c'est ça, on s'approche un peu des codes de la fiction aussi, c'est ça. là-dedans. Donc, mais en s'appuyant toujours sur des choses véridiques au départ. On n'invente pas ce qui était dans la maison qui n'y était pas. Voilà, oui, c'est ça. Mais c'est vraiment d'être réaliste par rapport à ça. On n'invente pas le nom de l'entreprise, on n'invente pas le fait que ce soit des cartes de réduction famille nombreuse, on n'invente pas tout ça, quoi. Non, parce qu'en plus on n'a pas tout pris, hein, donc parfois on fait plus et puis finalement on ne sélectionne que quelques petites choses, donc voilà. Bon.
Et bah, si vous avez plus de questions pour Anthony, est-ce qu'on va peut-être te libérer de ton temps? Et bah, Merci beaucoup beaucoup pour cette intervention surprise. Merci à toi. Tu nous laisses tout tes... Bah, c'est très bien. Tu Alors, les si récupères jamais pas. on veut... Non, je vous laisse, c'est cadeau. Merci. On avait du fil de pêche là aussi Vraiment d'ailleurs, sympa. qui était utilisé pour plonger un clavier dans l'eau. Je sais plus si j'ai l'image, je crois pas que j'ai l'image du clavier qui tombe dans l'eau, mais bon, du coup, vous Moi, irez je regarder voulais- le documentaire. Hein. Si on peut aller voir Simon aussi, parce que c'est vrai que On peut on aller parle pas voir beaucoup Simon. du montage, mais en fait, c'est vraiment une série documentaire où il n'y a pas de commentaires de journalistes. Ouais. Ce qu'on fait habituellement, Ah oui, par exemple, c'est sur Notre-Dame, il y a un important de le commentaire de dire. journaliste, et donc là, c'est vrai que c'est un... Enfin, vous le verrez, c'est assez... En c'est fait, il très rythmé. n'y a pas de voix off, cette fameuse voix off Ouais. qu'ont tous les journalistes et Mm. qui est souvent copiée et moquée. Bah là, on le fait pas pour les séries Ouais. de faits divers. Donc, on essaie de trouver effectivement des astuces pour que ça se raconte un peu tout seul, pour que les témoignages s'enchaînent. Et ça, c'est surtout effectivement le monteur qui fait ce travail-là. Ouais, c'est son boulot. Et ce Simon. monteur, c'est Simon, donc on va essayer de l'appeler. Est-ce que lui voudra bien de nous? Est-ce qu'il y a des questions? Attends. Décidément. Ah, Simon? Oui, bonjour. Salut Simon, ça Salut, va? Simon. Alors Ça attends, va je te Ouais, ça va. bascule à l'écran. Hop. Salut. Alors, t'es où là? Oula, Voilà, tu captes très mal, donc t'es en salle de montage, j'imagine. Effectivement, ça va être un peu dur de voir ce que tu es en train de faire derrière. En même temps, comme ça, tu nous révéleras devine. pas tous tes secrets, mais on devine un peu. Donc, c'est quoi ça? C'est une timeline. Tu peux nous c'est expliquer un une peu comment ça timeline. marche? Eh ben écoute, en fait là, la réalisatrice nous pose, nous amène des plans, des images en fait. Ouais. Et moi je les pose sur une timeline. Donc du coup, comment dire, en gros je les mets dans c'est une sorte de Lego, on va dire. Je sublime en fait ce que veut les intentions du réalisateur, quoi, donc Ouais. d'Isa, quoi. Et du coup, comment dire, Mais C'est déjà, quoi, comment c'est t'as joliment procédé résumé déjà. Comment t'as procédé, tu vois, par exemple, le choix des Je musiques et tout? ouais, bah écoute, en fait j'ai fait un choix musical au démarrage, c'est-à-dire que j'ai passé une bonne journée à écouter un maximum de sons pour coller à l'ambiance enfin, du Ouais, du du doc. personnage, du reste de l'ambiance du film, quoi. C'est comme ça que je fais en général. Je me pose, j'écoute un maximum de sons et c'est comme ça que je monte après en fonction des émotions, des passages. On a un Nightlex qui nous demande quel logiciel de montage on utilise. Est-ce que tu peux nous dire En fait, j'utilise Premiere Pro, ça se trouve, enfin c'est sur PC. Ouais. Et, euh, et voilà, c'est un super soft, assez facile, intuitif au démarrage. Et après, Faut quand même une petite formation, je pense, non? ouais, il faut une formation bien sûr. Ça met du temps pour apprendre le soft, c'est plutôt ça va assez vite. Mais après, il faut un background. Enfin, disons qu'il faut regarder un maximum de films et de tout ça, quoi. Enfin, Oui, mais il y a une autre question d'ailleurs, quelqu'un qui est HMI qui nous demande ce que ça demande quoi comme formation exactement pour être un monteur. T'as fait quoi toi comme formation? j'ai fait la fac en art du spectacle cinéma en fait, et ensuite Ouais. j'ai fait un BTS audiovisuel option montage. D'accord. Voilà. Ok. Et il y a Nilia qui nous demande si on a une banque de sons spéciale ou si on peut utiliser toutes les musiques qu'on veut. En fait, nous on a accès à une banque. On peut mettre si on veut un peu tout ce qu'on veut, mais en fait après tu as des droits et faut Ouais. quand même une banque de données qu'on utilise et qui Qui est payante, quoi. est payante et voilà. Ouais, non, mais c'est ça. Non, mais on peut pas se servir, effectivement, c'est bien de le préciser, on peut pas se servir un peu n'importe comment des sons qu'on voit passer, évidemment, il y a des droits d'auteur. Oui, voilà. Ouais, après faut rémunérer tout le monde, quoi. Oui, bien sûr. Puis là, t'as utilisé beaucoup de musique quand même, parce que sans commentaire sans voix off, ça a été... Oui, ça n'a pas été Ça, c'est simple bien. en fait, parce que d'habitude on s'aide vachement de la voix off, et là, en vrai, il fallait mettre tout en
un peu comment dire, donner du rythme, suivre un Ouais. peu, mettre du relief un maximum aux séquences, c'est-à-dire pour des scènes d'action, il faut toujours comment, ouais, je vais vous montrer un petit passage si vous voulez, ce sera plus simple parce que Ah ouais, si on arrive à si on voir, arrive à effectivement. évidemment un petit truc. Et c'est une question, je sais que pour les monteurs, c'est toujours un peu étrange de poser ce genre de questions, mais est-ce que tu as une idée approximative de combien de temps ça te prend de faire, par exemple, disons, un épisode de 24 minutes? Ça te prend combien de temps à monter? En général, 24 minutes, c'est plus dans les 2 semaines et demie, quoi, on va dire. Ok, ça c'est une fois que tu as tous les rushs, donc toutes les images, ça Ouais. te prend 2 semaines, quoi. Voilà, c'est ça, ouais. Ok. Et faut tout construire, tout mettre. C'est pas si simple en fait au démarrage, quoi. En tout cas, Bah non, je faut me bien doute. écouter toutes les interviews, de tout. Enfin voilà quoi. Je vais vous montrer un passage comme ça va être plus simple. Ça marche. On aura plus à mon avis, quoi. Ça roule. Hop. Tac. Ça c'est par exemple un petit passage. Ah ouais, c'est le passage où il teste l'arme, Voilà. donc ça les bruits que tu as trouvés, c'est des bruits que tu trouves sur des banques de sons, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais. Ouais, ok. Donc le but c'est de donner une dynamique et renforcer pour que le spectateur que ça soit immersif en fait. Et On nous que- demande aussi à Chimie qui nous demande si c'est intéressant comme question, qui nous demande quelles inspirations on a quand on fait un montage comme ça. Est-ce que tu as des références de films particuliers ou des références artistiques qui te viennent Bah, en fait, par exemple, pour la première partie, l'épisode 1, Ouais. je me suis plus mis dans un film d'horreur, en fait, en termes de. J'ai pas exactement des références particulières, mais pour le premier épisode, j'ai trouvé que c'était plus. Je me suis plus collé dans une ambiance de film d'horreur. Et le Ok. deuxième, je me suis plus mis dans un truc plus road movie, enfin. Donc voilà quoi. Enfin, on peut pas dire que je me suis inspiré de tel film ou tel film, mais plus des feelings de ce que j'ai appris en regardant un maximum de films. Ouais. Voilà, quoi. Ouais, voilà, c'était une question pour Hachemi, c'était une très bonne question. Il y a Tara Kodo qui nous demande, qui te demande à toi si ça t'a jamais tenté de faire du montage pour YouTube. Je sais pas s'il y a des spécificités différentes. Je pense que c'est pas pareil, mais Ouais. là, on est quand même dans une fiction. C'est quasi, on est entre le document, enfin, c'est du documentaire, mais c'est quand même une fiction, quoi. C'est quasi un film. Et donc du YouTube, ça dépend, faut voir ce que c'est, quoi. Mais Ouais. c'est quand même pas pareil, quoi. C'est en général, quoi. Et il y a Aurel O qui nous demande de rappeler le lien avec Xavier Dupont de Ligonnès de tout ce qu'on est en train de se dire. Alors en fait, Aurel, je te présente Simon, qui est monteur chez nous à BFM TV et qui a monté tout un documentaire sur Xavier Dupont de Ligonnès que Isabelle à côté de moi a réalisé et qui sera diffusé demain sur le web et lundi sur l'antenne. Il y a Mercoteur qui nous demande, Simon, si c'est toi qui choisis les séquences à couper. Bien sûr, c'est ce que je fais, en fait. J'utilise. Mais en fait, c'est un travail en collaboration avec Isabelle. On articule. Elle choisit un peu tous les sonores et moi, je les découpe et redécoupe pour voir s'ils sont assez punchy et tout ça. Les sonores, c'est les bouts d'interview, pour être C'est toutes les précis, interviews. Il y a Ouais. des heures et des heures d'interviews à découper tout le temps. Et, interview plus ambiance plus tout ça, ouais, ça prend beaucoup de temps, quoi, en fait. Ouais, bah, j'imagine, ouais. Et donc, du coup, tu nous disais 2 semaines pour un épisode. Donc là, sur toute la série, ça t'a pris plusieurs mois, quoi. Ouais, on va dire, ouais, à peu près. Voilà. Il y a HMI qui nous dit que c'est bien de pouvoir parler aux monteurs parce qu'elle trouve que c'est un peu les héros de l'ombre. Voilà. Tu as un héros. C'est pas Non, faux, mais- d'ailleurs.
Non, mais c'est vraiment une immense partie du travail, en réalité, ça c'est certain. Oui, ça, Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais ça change tout. Ah Isabelle, oui, c'est pour sur ça que je le trouvais ça travail d'un important docu, que Simon intervienne, parce que franchement, il a fait un travail formidable sur le doc, et voilà, c'est important de le dire. Ça a été beaucoup de boulot, beaucoup de réflexion, et il a trouvé plein de choses super, donc voilà. Il y a El Momo qui nous demande si on embauche des gens qui n'ont pas de diplôme mais qui maîtrisent des logiciels de montage. Alors ça, je vais le transférer au RH comme demande, mais je n'en ai aucune idée, je t'avoue. Pourquoi pas Bah oui, après, c'est Simon, pas le toi en diplôme qui l'occurrence fait t'as un le diplôme, montage. mais pour le coup le montage c'est beaucoup de techniques et de sens un peu esthétiques, et c'est du talent, énormément de talent, évidemment. C'est sensibilité artistique. Oui, bah oui, Ouais, bien c'est sûr. quelque chose. Ouais, mais il faut ça dépend de l'expérience et tout ça. Oui, c'est ça. C'est pas du tout que les diplômes, effectivement. Ok. Merci beaucoup, Simon. Ah, Merci, attends, on a une Simon. dernière question de Bélong qui nous demande si, pour prendre 2 semaines, vous faites le travail seul ou en groupe. Est-ce que tu travailles seul? On travaille tout le temps. Je travaille tout le temps avec Isa, la réalisatrice, et du coup, on est tous les deux, enfin, en gros, En binôme, quoi. enfin, c'est vraiment un travail de binôme. On ne travaille pas tout ça. Il y a des parties où purement technique, que je travaille tout seul, mais il y a aussi une collaboration. Comme le générique. Ouais, Comme le générique, ouais. Voilà, ouais. Par exemple, le générique, elle m'a donné une intention, clairement. Et l'intention, c'était de filmer toute une séquence dans l'eau, des photos, plein d'objets dans l'eau. Et moi, j'ai sublimé un peu le truc, c'est-à-dire que j'ai rajouté un maximum d'effets, de sound design et tout ça, Ouais. pour que ça soit un peu chic. Des filtres et des choses comme ça sur les images aussi? Oui, bah, après, c'est un travail d'étalonnage derrière, mais moi, c'est vraiment le sens du rythme que je mets en avant, on va dire. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Simon. Je ne sais pas si tu avais d'autres choses à dire sur le montage, mais si on n'a pas d'autres questions, on va te libérer toi aussi. Merci beaucoup, Simon. Merci. Salut. Hop. Alors, nous, ça va faire bientôt 1 heure, en fait, qu'on est... Ça fait. Il y avait des choses qu'on voulait dire, mais ouais, c'est vrai. Bon, je sais pas. Non, mais pour revenir sur l'affaire. En fait, on avait plein de trucs à dire, mais on peut continuer un petit peu si vous voulez. On a plein de choses. En gros, on avait plein de trucs à vous montrer. Ouais, c'est ça. Qui sont des choses qu'on n'a pas pu. Enfin, que je dis on depuis le début. J'ai évidemment rien à voir avec la fabrication de ce documentaire, mais toi, Isabelle, dont tu n'as pas pu parler pendant ce docu parce que par faute de place, par faute de temps. Mais dans ton enquête, tu as trouvé plein de choses et plein d'infos en plus de ce que vous pourrez voir dans le documentaire. Et tu nous as rapporté plein de trucs. Tu nous as rapporté des cartes postales. Qui sont des cartes postales que Agnès, qu'Agnès, la femme de Xavier Dupont de Ligonnès, a écrit à des amis. Des amis dont on ne révélera pas l'identité. Donc voilà, tout ça, c'est des choses que toi, tu as récupérées au cours de ton enquête. Par exemple, ce qui est intéressant, pourquoi je l'ai amené, c'est il y a une carte postale de Floride, celle-ci, et en fait, où Agnès raconte comment ça se passe pour eux. Alors, on sait que les États-Unis, ça peut être un point de chute possible pour un Xavier Dupont de Ligonnès fugitif, toujours cette thèse de la cavale. Et par exemple, Agnès raconte, après de longues journées de route assez crevantes, nous voilà enfin posés au paradis, Naples, en Floride, le vrai coin qu'on aime. Donc on sent que ces États-Unis, il y a plusieurs cartes postales comme ça, où ils décrivent une vie un peu idyllique, vraiment un endroit qu'ils aiment. Donc ça vient corroborer cette hypothèse de la cavale et peut-être des États-Unis. Donc c'est des choses comme ça, mais c'est des vrais documents qui, moi, m'ont permis pendant l'enquête de me forger aussi ma propre opinion. Ce qu'on a essayé de faire après pour vous dans le documentaire, c'est donner des éléments pour que chacun se fasse sa propre opinion. Et ces cartes postales, ça donne un petit peu l'atmosphère, ou en tout cas, ça confirme le goût qu'ils avaient pour les États-Unis. Là, il y a des cartes postales aussi du sud, de Sainte-Maxime, où ils ont habité.
Voilà, un petit brin de soleil de notre jolie petite ville. Quel pied d'être au bord de l'eau. Voilà, ça décrit une vie de famille au départ classique, dont personne ne pouvait imaginer l'issue, mais voilà, je sais pas, tu voulais aborder d'autres choses peut-être. Moi, ce que je trouvais hyper intéressant aussi, c'était, et t'en parles pour le coup un petit peu dans le documentaire, mais vraiment pas beaucoup, c'est qu'on a retrouvé des livres aussi sur le parcours un peu de la fuite. Et il est parti notamment avec un livre quand il a dormi à l'hôtel. Ouais, glacé. Qui est un polar glacé. Et dans la maison... Et dans la maison, on a retrouvé un autre polar qui s'appelle Disparu à jamais, qui est un polar d'Harlan Coben. Et ces deux livres-là, ça peut paraître anodin, mais ça l'est pas du tout, parce que c'est des livres sur des histoires, effectivement, où on peut retrouver un petit peu des ressemblances. Toi, tu les as lus, du coup? Oui, alors c'est suffisant. En fait, on peut se dire, c'est anodin, des livres, mais bon, les enquêteurs ont quand même trouvé ça suffisamment intriguant pour les lire et essayer de... Voilà, et voir ce qu'il pouvait y avoir dedans. Moi, bien sûr, je l'ai lu, du coup, j'ai annoté, et par exemple, il y a un passage où il dit... c'était le seul moyen de survivre à la souffrance. On essaie de bloquer la douleur, ça ne marche pas. Pour la supporter, on essaie de la fractionner. Ça ne marche pas non plus. À la fin, on trouve la seule issue possible, la raison. On déconnecte sa raison. Mais si on est conscient de ce qui se passe, est-on réellement déconnecté? C'est des petites choses. Ça peut avoir l'air de rien, mais on se dit il a dû se déconnecter de sa raison pour faire ce qu'il a fait. Donc, est-ce que des passages comme ça, parce que c'est des bouquins qu'il a lus, c'est des bouquins qui ont été retrouvés, est-ce que ça dit pas quelque chose de l'état d'esprit qu'il avait pendant son périple, avant de commettre les crimes, après, voilà. Oui, c'est forcément pas anodin parce qu'on le voit, on a en tête cette image un peu de vidéosurveillance, c'est dans l'hôtel, je crois, où il se balade avec ce bouquin. On a vraiment l'impression que c'est un peu fait exprès. Enfin, il sait qu'il y a des caméras de surveillance et il sait qu'on va regarder. Alors lui seul peut répondre à la question, mais on peut imaginer, en tout cas, il était loin d'être bête. Ouais. Il savait qu'il y avait des caméras de surveillance. Il ne s'en cache pas. Ouais. Pourquoi il ne s'en cache pas? Est-ce qu'il, s'il veut fuir, est-ce qu'il n'aurait pas intérêt à se cacher? Ou s'il veut donner des fausses pistes, est-ce qu'il n'aurait pas intérêt à se montrer? C'est la question qu'on se pose en fait, ça aussi. Et tu me parlais aussi hier qu'il y avait deux pistes évoquées par la police dont on ne parle pas beaucoup. Il y a une piste, c'est une piste d'un garagiste qui aurait... oui, il y avait un garagiste qui dit l'avoir vu quelques temps après. Alors pas celui, on a entendu cette histoire de la station-service où il aurait été aperçu, pris en autostop, tout ça. C'est pas celui-là. C'est parce qu'en fait il y a eu tellement de signalements, il y a eu près de 1000 signalements, et il y en a deux autres aussi où les enquêteurs se sont posé la question. Un, effectivement, un garagiste du MUI qui dit l'avoir vu un petit peu après, et puis une autre piste où une caissière au niveau des îles de l'Érins. Les îles de l'Érins, ce sont des îles qui sont au large de Cannes. Ouais. Et elle dit avoir vu quelqu'un qui ressemblerait à Xavier Dupont de Ligonnès prendre un aller, et pas un aller-retour, un aller pour ces îles de l'Érins. Et les policiers ont cherché dans ces îles pour voir si effectivement il n'y avait pas, quelqu'un qui pouvait lui ressembler. Ça n'a rien donné, mais ils ont trouvé ça assez probant, assez crédible quand même. Mais donc voilà, c'est-à-dire que ça fait partie aussi des signalements où on peut se poser la question si derrière c'était pas lui, même si ça n'a rien donné après. Mais sachant que ça paraît assez improbable, tu pourras me le confirmer, mais de se cacher sur les îles de l'Érins, qui sont des petites îles, j'imagine que s'il y a eu des fouilles et qu'on n'a rien trouvé... C'est un peu la même question que dans les grottes, parce que du coup, il y a aussi tout un passage où vous êtes avec des spéléologues pour aller chercher dans les grottes qui sont autour du dernier lieu où on l'a vu. Ouais. Ils disent, très franchement, à la limite, un corps... mais en tout cas pourrait disparaître, je sais pas, à cause des animaux qui sont autour. Les sangliers, oui, c'est ça. Les chasseurs, ils disent ça. Ils disent éventuellement, c'est les enquêteurs qui m'ont dit ça. Ils m'ont dit, franchement, un corps, les sangliers ont pu, on le retrouvera pas. Sauf que s'il est venu avec sa carabine, la carabine, évidemment, où est-ce qu'elle est? Et c'est vrai que nous, on est allés sur place. On est allés, et moi, j'ai vu les cavités. Honnêtement, il faut vraiment s'y connaître. Ouais. Ils ont fouillé toutes les cavités qui étaient répertoriées dans un fichier qui est réactualisé sans cesse. Ça veut dire que Xavier Dupont de Ligonnès aurait connu l'existence d'une cavité qui n'était pas répertoriée par les spéléologues. Découvert lui-même une grotte, quoi, quasiment. C'est ça, il aurait plus de connaissances que les spéléologues. Ça paraît quand même un peu fou, mais pourquoi pas. Sauf que aussi, quand on le voit partir, il n'a pas d'équipement. Et puis l'autre chose aussi, c'est que une de ses maîtresses le confie aux enquêteurs. Et nous, plusieurs amis m'ont dit, ça n'était pas un sportif.
ça n'était pas un randonneur. Quand on lui proposait d'aller marcher, jamais il venait. Ça ne l'intéressait pas du tout. Lui, ce qui l'intéressait, c'était son ordinateur, c'était le geek. Il était tout le temps dessus. Donc, pour trouver une cavité, il faut quand même un peu marcher, il faut quand même un peu connaître. Et c'était pas du tout son tempérament. Donc, ça aussi, ça colle pas. Oui. Et on n'a rien retrouvé dans son ordinateur, d'éléments pouvant permettre d'accréditer ça. Est-ce qu'il a cherché des choses, des cavités? Il n'y avait rien du tout. Ça aussi, c'est un peu bizarre. Parce que s'il a dû se renseigner, c'est quelqu'un qui faisait rien au hasard. Hein. Franchement, il était hyper méthodique, à la limite de l'obsession. Donc chaque fois qu'il s'intéressait à quelque chose, il le faisait à fond. Et pourtant, il fait des erreurs. Quoi. Et pourtant, il fait des erreurs. C'est-à-dire que c'est ce qui fait aussi que sans doute il a échoué professionnellement, c'est qu'il pense tout maîtriser, et puis il se trompe. Il pense maîtriser son crime, il pense avoir commis le crime parfait, et puis le ciment est encore un peu frais. Oui, c'est ça. Voilà. Il y a Sora qui nous pose une question un peu proche de ça, qui nous dit, est-ce qu'on pense qu'il avait des pathologies mentales ou est-ce qu'il était conscient de ce qu'il faisait? Alors ça, on n'en sait rien. Non, il n'y a rien d'avéré, honnêtement, au niveau pathologie mentale. Il avait quand même une espèce de construction psychologique assez étrange, qui était à la fois un peu mégalo et en même temps... un peu autiste. En même temps un peu autiste, et qu'en même temps, il était entouré d'échecs dans sa vie professionnelle, et que tout ce qu'il entamait, même si lui se sentait avec cette espèce de sentiment un peu presque de supériorité dans laquelle il avait été élevé, et tout ce qu'il entreprenait en fait échouait, quoi. Oui, après il arrivait à tromper un petit peu son monde, un peu comme un Jean-Claude Roman, parce qu'il empruntait de l'argent, donc il arrivait à maintenir un niveau de vie qui était, vu de l'extérieur, un niveau de vie très bon. Hein, et les enfants allaient dans une école privée, il avait une maison avec un jardin. Il n'y avait aucun moyen de savoir. A priori, tout le monde se disait c'est un chef d'entreprise qui a réussi. Et d'ailleurs, l'une de ses maîtresses raconte ça. Elle pense qu'il a réussi aussi quand il la recontacte. Sauf qu'elle s'aperçoit assez vite qu'en fait, il a un peu toujours les mêmes vêtements, qu'il n'est pas très à l'aise avec, quand elle l'amène à des soirées, il n'est pas très à l'aise avec des gens qui ont une très bonne situation professionnelle, comme s'il avait un complexe d'infériorité, alors qu'il prétend l'inverse. Donc, c'est un peu complexe, en fait. Il a des réactions qui sont assez étonnantes. Il y a Raclayar qui nous demande, est-ce qu'on pense qu'il a une personnalité à s'intéresser à ce que les médias disent de lui? Donc là, c'est si on sous-entend qu'il est encore vivant, narcissique aussi. Est-ce qu'on imagine qu'il peut s'intéresser à ce qu'on dit de lui? Oui, on peut tout imaginer en fait. Hein. Oui, en tout cas, tous ces écrits montrent quelqu'un de narcissique. Montre quelqu'un qui voyait les choses toujours de façon égocentrée. Donc oui, si on parle de lui, on peut imaginer qu'il puisse avoir envie de regarder et de s'intéresser à tout ce qui... Ne serait-ce que pour pouvoir se prémunir d'une arrestation future. Oui, en se disant quelles sont les pistes actuelles, est-ce qu'ils sont totalement loin quand ils disent que je suis aux États-Unis, est-ce qu'ils sont proches, voilà, enfin... J'imagine que quand on est en cavale, on est quand même aux aguets, on fait attention à ce qu'on dit de nous et où en est l'enquête. D'ailleurs, sur où en est l'enquête, il y a beaucoup de gens qui nous posent des questions là-dessus, notamment 1110, qui nous demandent si on sait quels sont les moyens qui sont mis en place par la police aujourd'hui. Parce que ça fait 10 ans quand même, j'imagine que les moyens ne sont pas les mêmes qu'au début de l'enquête. Non, mais c'est sûr, y a deux choses, c'est-à-dire que les moyens ne sont pas les mêmes au bout de 10 ans, évidemment. Et puis, Xavier Dupont de Ligonnès, ça n'est pas un terroriste, c'est pas quelqu'un qui, aux yeux des enquêteurs, représente un danger pour le grand public, voilà, il a tué sa famille, mais il ne déclenche pas des recherches de façon effrénée aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qu'ils attendent, c'est un signalement. Donc évidemment, s'il y avait un nouveau signalement, il serait de nouveau... l'enquête n'est pas terminée, hein, n'est pas fermée de toute manière, donc ils sont toujours attentifs à ça. C'est aussi ça qui crée le mythe, et c'est aussi pour ça qu'on en parle autant d'ailleurs, c'est parce que l'enquête n'est pas terminée et qu'on n'a pas de... Voilà, cette histoire, elle n'est pas du tout finie, quoi, finalement. On ne va pas non plus trop tarder, là, ça fait déjà 1h10 qu'on parle. Moi, je pourrais en parler pendant des heures de cette histoire, je trouve ça fascinant. Est-ce qu'il y avait d'autres choses qu'on aurait pu vous dire et d'autres questions auxquelles on pourrait répondre avant de partir? Oui, d'autres choses que vous voudriez savoir ou sur l'affaire qu'on n'aurait pas dit. Il y a Chris Cattrade qui posait une question pour toi, Isabelle, qui demande si c'est pas difficile sur le moral parfois de travailler sur des sujets comme ça, parce que il y a deux choses, le sujet qui est parfois peut-être effectivement un peu morbide, et le fait qu'on travaille aussi longtemps sur un seul sujet. C'est peut-être un côté un peu obsédant parfois, ou pas du tout? Alors, ce qui est difficile dans ces sujets-là, c'est qu'évidemment, il y a 5 personnes qui sont mortes, il y a
y a des enfants, alors quand vous avez les proches... franchement, c'est vrai que c'est pas simple au téléphone. Les gens, ils racontent des gamins pleins de vie. Enfin, voilà, ils avaient l'air vraiment super, avec plein de qualités différentes. Donc ça, c'est la partie un peu, voilà, qui est pas simple parce que ça fait partie du boulot. Mais on les a au téléphone, on les écoute, on les rencontre. Et puis, on comprend un peu mieux qui était cette famille. Et voilà, et ça fait d'autant plus mal au cœur. On se dit, voilà, ils avaient toute la vie devant eux. Et puis... bon voilà, ils sont plus là. Donc ça c'est vrai que ça fait partie du travail. C'est toujours un peu difficile quand il y a autant de morts. Après, il y a l'autre volet qui est le volet enquête, où là, comme les questions restent sans réponse, on a envie d'apporter des réponses. Et on a envie d'enquêter, on a envie de chercher des éléments qui pourraient peut-être faire avancer l'enquête. Donc voilà, ça c'est un côté plus palpitant. Donc il y a un peu les deux, vous voyez, quand on fait une enquête comme ça, c'est ça. Il y a Ewam qui nous demande si... J'ai vu passer plusieurs fois cette question, j'ai pas eu le temps d'y répondre pour l'instant, mais si c'est sûr à 100% que c'est lui qui les a commis les meurtres. Parce que ce qu'on sait pas, c'est où il est, ça c'est sûr, on sait pas s'il est mort, s'il est vivant, mais est-ce qu'on est sûr à 100% que c'est lui? Alors, à 100% non. 100% non, c'est-à-dire qu'on en sera sûr quand il viendra, il se présentera, s'il se présente un jour, s'il n'est pas mort... devant les enquêteurs, et s'il avoue, pour l'instant il n'y a pas d'aveu, donc il n'y a pas une culpabilité qui soit à 100%. En revanche, il y a énormément d'éléments, c'est ce que disent les enquêteurs, c'est ce que démontre l'enquête, qui indique que c'est le suspect numéro 1, et aux yeux des enquêteurs il y a très peu de doutes sur une éventuelle autre culpabilité. Aux yeux de la famille de Xavier Dupont-de Ligonnès, notamment la sœur et la mère, oui, elles disent pourquoi ne pas envisager un autre responsable, un autre meurtrier, voire pourquoi ne pas imaginer aussi des complicités autres. Ou que sa thèse à lui soit vraie, c'est-à-dire cette thèse qu'il a évoquée dans un courrier à ses proches, qui est qu'il est en fait un agent de la DEA. Oui, enfin ils ont vérifié quand même. Ils ont vérifié, ils ont appelé aux États-Unis et les États-Unis ont confirmé qu'il n'était pas du tout un agent américain. Donc pas du tout. Et quand il dit dans la lettre que les chiens ont été confiés à quelqu'un, en fait les chiens on les a retrouvés sous terre, donc il ment dans sa lettre. Donc il n'y a pas trop de doute sur le fait qu'il a menti. Ce qui veut pas de lui non plus un meurtrier, mais il y a énormément de faisceaux de présomption bien sûr. Voilà, qui laisse à penser que c'est quand même lui. Mais 100% non, effectivement, il y a toujours la présomption d'innocence. Il y a Gilles Média qui nous demande, c'est un autre truc dont on voulait vous parler et qu'on n'a pas pu mettre, que tu n'as pas pu mettre dans le doc vraiment, c'est de savoir s'il y a eu une enquête sur l'influence de la secte de sa mère et de sa sœur sur son parcours criminel. Parce qu'il y a effectivement tout ce côté un peu religieux, étrange. Oui, il y a eu plusieurs signalements. Alors, qui indiquait que le mouvement de la mère de Xavier Dupont de Ligonnès avait une inspiration sectaire. C'est pas une secte, ça n'a pas été démontré de façon avérée. Mais donc je sais plus la question. C'est l'église de Philadelphie, c'est ça. En gros, est-ce qu'il y a eu une enquête pour analyser l'influence que cette secte ou que cet environnement créé par sa mère? Non, mais bien sûr, c'est une piste que les enquêteurs ont évidemment explorée de façon vraiment très aboutie. Voilà, la complicité. Il faut imaginer le jardin de Philadelphia, c'est un tout petit mouvement, enfin tout petit. C'est pas une secte avec 400 personnes. On parle pas de ça. On parle d'un. C'est un truc quasi familial qu'elle a créé. Elle a toujours des adeptes, des fidèles autour d'elle qui l'aident, qui la subventionnent. Voilà, elle a une sphère d'influence. Bon, est-ce qu'on peut parler de secte vraiment? Et de là, imaginer, parce que je sais bien que le mot secte, il y a une machine à fantasmes qui se déclenche. On imagine des rituels. Il n'y a pas de fait avéré. Il y a pas de. Au niveau de l'enquête, en tout cas, évidemment, les enquêteurs ils se sont penchés sur la question. Évidemment, ils ont tout cherché là-dessus parce que pour eux, dès qu'ils entendent secte, ils se disent oui, on va aller chercher. Pour l'instant, cette piste-là n'est pas une piste considérée par les enquêteurs comme quelque chose de vraiment crédible, en fait. Parce qu'il n'y a pas les moyens financiers, parce que. Alors. Après, on en parle dans le documentaire, il y a pu avoir une aide possible, mais une aide comme une aide d'un ami, ou voilà. Mais de là, imaginer quelque chose qui aurait été échafaudé,
planifié. Honnêtement, Non, il n'y a pas d'éléments dans l'enquête qui permettent de penser ça. l'influence que ça pouvait avoir, c'était peut-être aussi le fait qu'il l'ait élevé dans, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, dans cette espèce d'idée qu'il était quelqu'un de quasiment supérieur. Ça oui, ça d'une effectivement. intelligence supérieure. Enfin, Ouais, ça effectivement, c'est vrai que il a été élevé avec la conviction que c'était un élu, qu'il y allait y avoir l'apocalypse et que lui allait régner sur le monde. oui, c'est quand même pas rien en fait. Voilà, donc quand on élevé dans grandit ce genre avec d'environnement. cet environnement-là, c'est vrai que j'imagine, on se dit peut-être, j'ai pas vraiment besoin de travailler, on se dit peut-être, je suis au-dessus des autres. De là vient peut-être aussi cette espèce de mégalomanie qu'on retrouve chez lui. C'est sans doute pas anodin. Enfin, cette éducation-là, elle a dû forger quelque chose chez lui d'assez particulier. Oui, c'est certain. Mais de là à dire que c'est à cause de ça qu'il est meurtrier, non. Mais en tout cas, ça explique une partie de sa psychologie. Voilà. Bon, je crois que là, cette fois-ci, il faut vraiment qu'on Ouais, y aille. Et pardon. Merci beaucoup à tous d'avoir suivi pour ce vos live. questions. Merci pour vos questions. Merci à Eleven Disc qui a posé beaucoup de questions. Je sais qu'on ne peut pas répondre à tout, mais on a essayé de faire au mieux. Il y a aussi, je voulais vous prévenir, je sais que ça vous préoccupe beaucoup, du grand retour de Margot, qui vient de vous parler des questions de santé. Elle reviendra la semaine prochaine. Et puis sinon, nous, on a un autre rendez-vous cet après-midi à 16h sur notre chaîne. C'est pour un stream spécial One Piece, le manga. Voilà, donc oui, Vettel 5, il y aura un live avec Margot Stroville et ce sera dès la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à toi. À bientôt. À bientôt.